questions-réponses. S'il y a des questions pour les différents intervenants, n'hésitez pas. On a parlé sur les entreprises de plus de 200 salariés, là. Moi, j'ai eu l'impression d'une stagnation de la maturité. Alors, ça peut être une mauvaise nouvelle. Lazzaro pourra peut-être dire que c'est la faute des fournisseurs ou des consultants. Et j'avais une question. Ça, c'est plus... Enfin, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, déjà, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est est-ce que, quand ça évolue, dans un sens positif ou négatif, on a une idée des faits générateurs? Est-ce que vous posez la question de savoir si c'est la réglementation, si c'est un incident? Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les incidents qui sont vécus et les évolutions? Voilà. Alors, je répondrai à ta première observation. Je laisserai Lionel sur la partie plus qui correspond à l'enquête. Effectivement, je veux dire, il y a un panorama ou une courbe qu'on voit sur un papier. On peut utiliser plusieurs mots pour la décrire. On peut dire stagnation, on peut dire maturité. Il y a effectivement pas mal de choses qui arrivent à une certaine maturité. Je veux dire, avoir une PSSI à une époque, c'était, même pour les entreprises de 5000 personnes, quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, ça arrive à être courant. Quand on a lancé les premiers travaux, les premières propagandes de Clusif pour dire il faut avoir un RSSI, on disait au mieux il faut en avoir un. On disait aussi des bêtises style il faut qu'il soit la main droite de PDG, alors que dans ce cas-là il devrait avoir 50 mains droites. Mais il y a effectivement dans l'étude beaucoup de choses qui arrivent à maturité. Et ça, c'est toute la difficulté de l'évolution, parce que certains facteurs ont une croissance importante parce que les gens se mettent à niveau, se mettent à maturité. Et puis, à un moment, on arrive à un niveau de maturité où la progression sera faible. Et tout l'enjeu de l'évolution des MIPS dont j'ai parlé au début est effectivement de pouvoir détecter, et ça c'est le travail de groupe de travail, que certains sujets arrivent à maturité et que peut-être on va les faire disparaître de l'enquête, parce qu'on va vous dire, bon, les chiffres de cette année, c'est la même qu'il y a 2 ans, les mêmes qu'il y a 4, et les mêmes qu'il y a 8, etc. Et donc, donner un peu plus de place à des nouveaux éléments qui paraissent. Bon, je laisse Lionel sur le problème d'évolution. Juste pour compléter ce que vient de dire Lazzaro, effectivement, typiquement, c'est déjà le cas. Quand on travaille sur les questionnaires, il y a des questions qui disparaissent. Pour ce qui est de la deuxième question, effectivement, on pose la question aux entreprises à quoi elles sont soumises en termes de loi de réglementation, et on fait une nette corrélation clairement avec le niveau de sécurité qui est mis en face. Clairement, la banque assurance est largement devant les autres. Alors, quand je dis largement, c'est entre 5 et 20 points au-dessus des autres. Et dans le transport télécom, on a vu que par rapport à l'étude il y a 2 ans ou il y a 4 ans, on avait une progression effectivement forte, liée en grande partie à la LPM. Typiquement, la vision des OIV au regard du transport et des télécoms, qui font partie des structures assez sensiblement impactées par ça, c'est effectivement très flagrant. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, ils n'en parlaient pas, et aujourd'hui, ils en parlent de façon sérieuse. Les services sont plutôt en queue de peloton. Et c'est aussi ceux qui nous disent qu'ils sont le moins soumis à des lois et des règlements. Moi, j'ai un étonnement sur parce que les résultats sont effectivement pas ce que j'attendais. Je suis d'accord avec Jean. On ne perçoit pas dans cette étude ce que moi je perçois très très fortement. C'est le fait que les gens font de la sécurité à cause d'obligations, qu'elles soient contractuelles ou légales. Même si vous l'avez dit, en transport télécom, on sent la LPM quelque part. Et puis je prends un chiffre pour montrer cette incohérence. Dans les réponses, on n'a que 2% des gens qui utilisent une méthode d'analyse de risque propriétaire. Et on en a un quart qui font du MEHARI, un quart de l'EBIOS et la moitié de la 27005. Pour un peu connaître les gens qui font de la gestion de risque en entreprise, la réalité que je vois en face de moi n'est pas du tout celle-là. Et donc je me dis, mais quel est ce panel d'entreprises qui ont répondu,
qu'est-ce qu'elles font, quelles sont leurs activités, et comment ça se fait que ce n'est pas du tout les mêmes entreprises que moi j'ai l'habitude de voir, et qui viennent acheter des services ou des formations. Non, non, mais les chiffres ne sont pas exactement ce qu'on a parlé, mais il y a une question de méthode. Je veux dire, on ira peut-être un jour en tôle tous les conseils d'administration, et Hervé en fait partie, par des gaspillages de 50 000 € chaque 2 ans pour essayer d'obtenir un panel représentatif, etc., alors qu'on aurait pu réunir une dizaine de consultants et dire, n'oublions pas qu'à une époque, c'est historique, à une époque on les faisait occlusifs, on réunissait 10 consultants, on disait, est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des PSSI? Bon, ça doit être au moins 47%. Donc 47%. Le plus étonnant, c'est qu'après avoir analysé, fait ça, on voyait que l'FBI, l'année prochaine, il sortait plus ou moins nos chiffres. Donc il nous suivait plus ou moins, alors qu'on avait cette méthode empirique. On a essayé de sortir de méthode empirique. Alors, moi, j'ai une explication à la différence entre les chiffres que nous donne GMV par rapport à ce que donne Hervé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clients qui ne font pas appel à Hervé. Et que... non, et qui en particulier, il n'y a pas simplement les gens qui ne connaissent pas, parce que des gens qui ne connaissent pas Hervé, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a aussi les gens qui font beaucoup la sécurité eux-mêmes. Ça existe maintenant dans les entreprises, des équipes sécurité qui font les choses. Il y a des gens qui, pour ce qu'ils ont besoin, ils peuvent se satisfaire d'un RSSI et 3 développeurs sensibilisés dans une RSSI, et que quand il arrive un truc normatif ou qui est très fort, bah, là, ils font appel à Hervé. Du coup, Hervé, il voit beaucoup plus de gens qui ont des exigences normatives très fortes par rapport à ceux qui se sont débrouillés et que par rapport à ce qu'ils ont besoin, ça leur est suffisant. Mais je veux dire, j'ai dit Hervé comme n'importe lequel des consultants. Il est clair que plus on est pressurisé de l'extérieur, plus on aura appel à des consultants experts. Tout le monde a des consultants d'une façon ou d'une autre, mais quand on a des vrais besoins d'expertise, très souvent c'est lié à la pressurisation à partir des normes, d'exigences gouvernementales, etc., etc. Donc, mais je veux dire par là, on utilise un cabinet qui est un cabinet de statistiques, pas d'informatique, pas de cybersécurité, pas de journalistes. Donc, ils obtiennent quelque chose qui s'appelle un panel représentatif. C'est une science, je suis statisticien de formation, je peux vous jurer que c'est basé sur des théorèmes, sur des théories, etc. et qu'on sait obtenir un panel représentatif. Et le panel représentatif ne donnera jamais la même chose que les publics reportages qu'on peut lire parfois. C'est la loi, chacun a ses trucs à offrir. La seule chose que l'inclusif peut offrir, c'est une étude le plus impartielle possible. Vous me direz aussi, parce que moi j'aurais une autre critique à tout ça, ça tranquillise trop les entreprises. Parce que finalement, le panorama qui est offert par MIPS, excusez-moi le jeu de mots, c'est plutôt tranquille par rapport à ce qu'on peut lire dans les journaux. Est-ce que pour ça, on peut nous accuser de dire « vous êtes en train d'immobiliser les entreprises » ? Non. Nous croyons que les professionnels de la sécurité, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient utilisateurs, doivent savoir montrer à leur direction l'importance de la sécurité sans pour autant avoir exagéré. Parce que l'exagération, un jour, va revenir contre nous. Et finalement, vous n'avez pas tant d'accidents que ça, et pourtant, vous avez une assurance voiture. Et cette assurance voiture, elle est importante, comme vous avez une assurance maison, comme vos entreprises ont des assurances, etc. Un sinistre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si on avait 40% des sinistres d'un certain type
dans les entreprises françaises, l'économie française ne fonctionnerait pas. Il faut revenir aux réalités et dire que cette espèce d'esprit tranquille que montre cette étude ne veut pas du tout dire que les entreprises ne doivent pas se protéger, mais montre en même temps qu'il faut faire des efforts budgétaires et surtout en compétences, mais sans précipitation. Sylvaine Lux, MaxSecure, pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord. Je repars sur les chiffres du BIOD, qui visiblement, c'est un sujet dont plus personne parle, alors que ça nous a beaucoup agité il y a quelques années, enfin surtout nous, les journalistes, mais pas que. En fait, bon, c'est vrai que les budgets sont... C'est pas une question, hein, c'est une constatation. Les budgets semblent être plutôt en baisse, ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle, mais... moi, je vois dans le fait que le BIOD baisse et que les entreprises ont dit ah ben on cloisonne et c'est comme ça, plutôt l'expression d'une certaine maturité. Vous imaginez que dans des endroits comme celui où moi je travaille, des gens qui viennent dire non, non, je ne veux pas que l'entreprise m'achète un téléphone, je vais amener les téléphones moi-même, ben, ça fait quand même pas légion. Bonjour, Didier Racinet de la revue Préventique. Je voudrais savoir si, dans votre étude, on peut dégager une typologie un petit peu des analyses de risques, de la cartographie des risques. Ça ressortait, je crois, assez bien de l'étude sur la partie des internautes, des particuliers. Donc là, il y avait vraiment une donnée. Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce qu'on peut obtenir des éléments là-dessus, sur ce sujet? Pour les entreprises. Oui, pour les entreprises ou les collectivités. Une analyse des risques tels que les entreprises les font. Est-ce qu'il y a des résultats, si vous voulez, de ces analyses qui pourraient ressortir? Qu'est-ce qu'elles craignent le plus? Quels sont un petit peu les types de risques qu'elles analysent qui ressortent le mieux? Ça donnerait aussi peut-être une idée des éléments de prévention, si vous voulez, un petit peu de pédagogie par rapport à tout ça. Ok, alors c'est pas forcément jusqu'à présent les questions qu'on pose, les résultats pour celles qui font des analyses de risque, quels sont les résultats de ces analyses de risque. Donc effectivement, on n'a pas forcément de billes sur ce sujet-là. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Après, moi aussi, je suis un consultant, donc je ne vais pas vous expliquer que ce que je vois, c'est la vérité non plus, parce que Lazaro va redire la même chose et il aura raison. Donc, non, mais on n'a pas cette vision. Donc, effectivement, comme l'avait dit Lazaro au tout début, dans l'introduction du lancement de la présentation de l'étude, c'est sûrement peut-être des questions à prendre en compte pour la prochaine. Dans l'étude, il y a des questions sur quel type d'incident vous avez subi. Et c'est vrai que les chiffres, bon, ça peut permettre de voir comment on couvre, mais les chiffres sont tellement faibles que ce n'est pas parlant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Ce qui est intéressant dans l'analyse des risques, c'est aussi de voir comment la perception des risques est prise en compte. Quelles sont les vraies menaces aussi qui sont perçues. Peut-être c'est en rapport avec ça qu'on peut identifier, mettre en place des politiques, des choses aussi. Donc c'est peut-être dans la durée un élément intéressant à Alors, très clairement, oui, hein, encore une fois, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de l'étude, donc on ne pourra pas vous donner plus d'éléments que ça là-dessus. Voilà, donc après, il faut qu'on réfléchisse. On vous invite gentiment à faire partie du prochain groupe de travail pour travailler sur les questionnaires. Mais effectivement, ce n'est pas aujourd'hui des éléments qui sont identifiés dans l'étude. Bonsoir, Jean-Marc Boursat, Devoteam. J'ai une petite question pour revenir sur les problématiques que vous avez vues sur la baisse significative de la préoccupation sécurité, de la prise en compte de la sécurité dans les développements. Je voulais juste savoir si dans votre panel de questions, vous avez essayé de corréler ce résultat qui est en baisse, à la fois, si j'ai bien compris, côté entreprise et côté collectivité, par rapport aux méthodologies utilisées par les entreprises, l'explosion des méthodes agiles, voire même finalement le changement assez structurel de type de développement, de framework, etc. Est-ce que ça faisait partie de votre panel de questions? Non.
Non, c'était pas dans le panel non plus. Même chose, Jean-Marc, je te réinvite à venir. Avec plaisir, l'année prochaine. Pour en avoir déjà fait partie. À la prochaine. C'est intéressant vos 2 commentaires, parce que ça veut dire s'inspirer du questionnaire internaute pour compléter le questionnaire entreprise. En fait, effectivement, on ne s'est jamais posé la question comme ça. Je fais juste un aparté par rapport à ça. Effectivement, la problématique qu'on a aussi quand on crée les questionnaires, c'est qu'on vous l'a dit, c'est 30-35 minutes. Et il y a 2 aspects qui sont à prendre en compte. C'est que si on ajoute une question, il faut en enlever une. Sinon, on passe sur des temps où les RSSI ne répondent plus. Et que si on enlève une question, on ne peut plus comparer par rapport aux années précédentes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les bouger, hein. Chaque année on les bouge, mais on ne peut pas non plus, voilà, il faut y réfléchir. Après je suis complètement d'accord, c'est effectivement une vision qu'on a dans les internautes, qu'on n'a pas aujourd'hui dans la partie entreprise, Cotter ou hôpitaux, une fois sur 2. Oui, bonsoir, Marek Kurek, Euroinformation. Écoutez, juste 2 petites remarques. Bon, la première, ce qui était surprenant, merci pour cette enquête-là, c'est très utile pour comparer avec les chiffres que les grandes entreprises ils ont à l'interne, puisqu'on fait les mêmes statistiques aussi un peu chez nous, dans les grands groupes. Donc, la première, c'est que ça se verra peut-être dans les MIPS 2018, mais on regarde une augmentation faramineuse des investissements dans les équipements. Par contre, c'est disproportionné par rapport au risque. Une récente étude faite aux États-Unis a démontré que les breaches, les pénétrations, les failles informatiques ont baissé de plus de 50% en venant de l'infrastructure serveur. De la moitié par rapport au réseau, par contre, elles ont augmenté à plus de 66% avec le facteur humain. Donc la sensibilisation, l'explication, tout simplement une bonne discussion avec les gens autour. Vous avez donné un exemple, je ne vais pas monopoliser le micro, vous avez donné l'exemple avec quelqu'un qui a ouvert la facture. Je suis persuadé que la facture était personnelle et elle est arrivée à l'adresse professionnelle. Alors, quelque part, il faut expliquer à quelqu'un pourquoi tu reçois ta facture de l'abonnement Orange à la maison sur ton adresse professionnelle. Et c'est ça qui est effrayant. Aujourd'hui, c'est qu'on est en 2016. Et on regarde cette augmentation mois par mois, quasiment, parce que les statistiques sont faites très souvent. Et on fait des plans à 2 ans sur une sécurité informatique. Et c'est malheureusement pas agile par rapport à des risques, des nouveaux risques qui sont là. La dernière remarque, si je peux encore, c'est concernant la perte des données sur les clouds ou sur les privés. Quand vous regardez les récentes choses qui sont parues dans la presse pour la perte des données, identité, etc., on s'aperçoit que les gens s'aperçoivent et les entreprises s'aperçoivent 2 ans après qu'ils ont perdu les données. Une fois que les données sont exploitées. C'est peut-être pour ça, dans les réponses, on ne les a pas, on n'a rien perdu, mais en réalité, ces données-là sont en train d'être exploitées, d'être triées et préparées pour une utilisation ultérieure qu'on verra peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, puisque aujourd'hui, les organisations criminelles dans le monde sont encore mieux organisées en sécurité et en pénétration que nous en défense. Merci. Comme on est en train de finir les GTSOC, où tu as eu des participations brillantes, je t'invite à avoir les mêmes sur la prochaine édition de MIPS. Première. Non, la deuxième, c'est ce que j'ai parlé de panorama et de MIPS. Le MIPS fait une photo d'un état, des menaces et des pratiques à un moment donné en France. Donc, il ne perçoit pas les signaux faibles. Ce dont tu parles, c'est perte d'entreprise. Quand on regarde bien quantitativement, on est dans les signaux faibles. L'éclusif ne les rate pas, il les voit au niveau de panorama. C'est pour ça que pour moi, un bon membre d'Occlusif doit avoir dans sa bibliothèque les panoramas et les MIPS. Parce que les deux doivent être croisés quand il va l'utiliser. Il a l'état de la situation statistiquement vu, d'un côté, et les signaux faibles, ça veut dire les nouveaux attaques, ce qui se développe. Je veux dire, à chaque fois, dans le panorama, on essaye de montrer comment les petits trucs qu'on a présentés à l'édition de l'année X
est devenu un truc courant de X.3. Il y avait une belle planche cette année sur les ransomware pour montrer quand est-ce que c'était la première fois qu'on en avait parlé. Je crois que c'était le truc de la gendarmerie encore, qui ne pouvait jamais obtenir autant d'argent que cryptologue. Mais c'est important de voir. Là, on est dans MIPS, on a une photo, donc on rate tout ce qui vient. Et cette perte de données, c'est le truc qui se développe de plus en plus. Il apparaîtra un jour en MIPS, probablement à l'édition prochaine. En fait, on voit dans l'étude, par rapport aux entreprises, on a 50 à 60% des entreprises qui génèrent des PKI, des indicateurs sur la sécurité fournie par leurs prestataires. Ils auraient donc on aurait 50 à 60% d'indicateurs. On aurait aussi des audits dans 50 à 60% de ces entreprises. Donc quelque chose d'assez rassurant. On suit ce qui est fait chez les sous-traitants. Par contre, quand on regarde l'étude des collectivités territoriales, on a 90% qui ne regardent pas ce qui est fait en termes de logiciel ou développement. Et je pense qu'en fait, la réalité est peut-être entre les deux, ou peut-être plus de ce côté-là, c'est-à-dire que même si les entreprises essaient d'avoir des indicateurs sur la sécurité fournie par leurs sous-traitants et essaient d'avoir des audits sur le code qui est fourni par leurs sous-traitants, je pense que tout cela est très parcellaire. C'est-à-dire que bien sûr, on en fait, mais comme on l'a vu, l'informatique, elle dépasse largement le cadre de la direction informatique, donc on a du mal à avoir des inventaires, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Et donc on essaie d'avoir un contrôle de ce développement qui est fait en externe, mais on le fait de façon parcellaire ou parfois on ne le fait pas du tout. Pour les collectivités territoriales, je pense que ça n'est pas fait. C'est pas parcellaire, mais ça n'est pas fait. Les chiffres sont tellement forts et ne progressent pas que... alors peut-être que pour les entreprises, il y a peut-être d'autres contraintes. Les entreprises, on l'a dit, on est sur des ratios un peu plus élevés. Moi, la question que je pense qui se pose, c'est effectivement, à partir du moment où on va faire un contrat à l'extérieur, quelque part, il faut aussi se poser la question de comment je vais le suivre, comment je vais l'auditer, comment je vais le vérifier, quoi. Ça semble une évidence absolue et on se rend compte que malgré tout, certes 70% ou 60 à 70% qui exercent le suivi régulier et 60% qui font des audits, ça laisse quand même 30 et 40 qui ne le font pas. Ça pose question, quoi. Oui, je voulais juste ajouter, rappeler ce qu'avait signalé Lionel, c'est que beaucoup des tableaux de bord sont techniques. Je veux dire, on a détecté 50 alertes virales, le serveur il a planté 3 fois, et puis on a eu 14 mises à jour de Windows. Si vous êtes capable de piloter la sécurité du système d'information d'une entreprise avec ça, vous êtes un génie. Alors, on va s'arrêter là pour les questions.